Bonsoir, rentrons ensemble comme tous les soirs dans le temps du débat entre 18h20 et 19h sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, à quoi sert la concertation autour de la réforme des retraites? Pendant 1 an et demi déjà, Jean-Paul Delevoye a réuni acteurs sociaux, syndicats et associations autour d'une future réforme des retraites. Une fois son rapport remis fin juillet au Premier ministre et alors qu'il vient d'être lui-même nommé au gouvernement pour lancer cette réforme, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle concertation sur le même thème. Concertation qui pourrait durer encore quelques mois. Alors, à quoi sert la concertation? Comment la mène-t-on? Est-elle là pour communiquer différemment ou pour court-circuiter les processus traditionnels de négociation entre syndicats et pouvoirs politiques? Voici quelques-unes des questions que nous poserons à nos 4 invités ce soir. Isabelle Falque-Pierrotin, elle est ancienne présidente de la CNIL, garante du grand débat qui s'est déroulé donc en début d'année, et conseillère d'État. Judith Ferrando est coprésidente de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Yves Verrier est secrétaire général du syndicat Force ouvrière. Et Laurent Pietraszewski est député LREM de la 11e circonscription du Nord, c'est-à-dire d'Armentières, de l'Homme et de l'île Sud-Ouest. C'est un vrai projet de société. Aujourd'hui, on a plusieurs métiers, on commence à travailler plus tard. Moi, je ne pourrais pas dire dans 20 ans, ils ont tout fait sans moi. Il y a plus d'idées dans 10 têtes que dans une. C'est exactement la démarche que nous avons voulu. Et nous avons voulu mettre en place dès le départ ce qu'on appelle une participation citoyenne. C'est un superbe défi politique au sens le plus noble que le mot politique peut avoir. Je suis très impressionnée par le nombre de citoyens qui ont voulu aujourd'hui discuter d'une réforme sociétale majeure. Bonjour Laurent Pietraszewski, merci d'être avec nous. Alors ce clip qu'on vient d'entendre est un clip gouvernemental qui a été réalisé l'année dernière avec les voix de Jean-Paul Delevoye, d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn pour vanter la première consultation citoyenne, participation citoyenne sur les retraites. C'était donc à l'automne dernier et il existe toujours ce clip sur le site de la réforme des retraites aujourd'hui. Alors pourquoi donc un clip pour vanter la participation citoyenne et 1 an plus tard à nouveau une nouvelle participation citoyenne ou une concertation citoyenne? Vous êtes député LREM de la 11e circonscription du Nord. Oui, bonsoir Emmanuel Laurentin. Je pense que le premier point qu'on peut partager là, c'est que Jean-Paul Delevoye a débuté les concertations, il les a animées essentiellement avec les partenaires sociaux, mais il l'a tenu aussi à ce que ces concertations puissent refléter l'esprit des citoyens lambda, que nous sommes sur le fond un peu tous, au travers d'un laboratoire. Voilà. Il y avait donc déjà dans ce premier temps de concertation, beaucoup de temps avec les partenaires sociaux, mais également un laboratoire. On n'avait pas compris cela parce qu'on pensait que c'était une consultation pour une fois et puis qu'ensuite on arriverait à une réforme. Alors, premier temps de la concertation, on est sur une page qui est quasi blanche, on a bien le titre principal, on sait qu'on veut faire grande transformation de société, on veut porter un système universel, par répartition et par points. Ce système de retraite, eh bien maintenant il est proposé par le haut-commissaire, sans pouvoir passer à une deuxième phase, c'est celle de l'échange autour de ces propositions qui sont mises au débat, et c'était bien l'esprit du propos du président de la République le 26 août. Alors, vous étiez reçu ce matin, Yves Verrier, en tant que secrétaire général de FO, à 10h30, pour commencer à discuter de cette question. Et vous avez dit qu'après 1 heure d'entretien, vous n'avez pas eu de précision sur le type de concertation qui serait mise en œuvre par l'exécutif. Alors, vous n'avez pas participé à la première consultation. Vous étiez un peu dans le boycott de cette façon de faire. Et puis ensuite, vous êtes revenu dans le jeu, vous y êtes maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette concertation? Vous la comprenez vous-même? Le Premier ministre, bonjour d'abord, excusez-moi, bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre, ce matin, effectivement, n'a pas voulu nous donner plus de précisions parce que, nous disait-il, il était à l'écoute et qu'il prendrait le temps d'écouter les uns et les autres et qu'il s'exprimerait qu'en début ou en milieu de semaine prochaine, une fois qu'il aurait fait sa synthèse de ce qu'il aurait entendu et de ce qu'il entend proposer. Donc effectivement, on en est là. Nous avons pris part à la concertation qui a été mise en œuvre par le haut-commissaire. Nous l'avons quitté à la fin, au dernier moment. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, on a entendu parler de la question de l'âge, de la durée d'activité,
ce qui n'avait jamais été justement abordé. Mise en avant dans la discussion. Voilà, absolument. Donc, le gouvernement s'est mis à en parler dans notre dos, en quelque sorte. Donc, on a dit, bon, écoutez, là, on n'est plus dans un jeu à égalité, donc ça ne marche pas. Mais, si vous voulez, il y a un vrai problème de départ qui va se reposer éventuellement maintenant, selon la forme que va prendre la suite du débat sur ce sujet. C'est que la concertation, elle est très connotée maintenant, et plutôt négativement. Au sens Pourquoi ? Mais parce que concerter, c'est consulter les parties prenantes pour élaborer en commun un dispositif qui emportera des conséquences, y compris pour un certain nombre des parties prenantes, notamment ce qui concerne, par exemple, les questions sociales, les salariés. Et le problème, c'est qu'on part d'un postulat qui n'a pas été ni concerté, ni consulté. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé d'une réforme qui va vers un système universel par points. Or, c'est le point de départ qui pose problème. Et donc, nous ne pouvons pas nous satisfaire, nous, ensuite, de simplement aller mettre en musique ce sur quoi nous n'avons pas été consultés. Isabelle Falque-Pierrotin, bonsoir. Vous êtes ancienne présidente de la CNIL. Vous avez été garante du grand débat et vous êtes conseillère d'État. Ce grand débat était donc un grand débat qui voulait consulter, concerter les Français, discuter avec eux au moment où il y a eu la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est qu'une concertation ? Vous pouvez nous en donner une définition en tant que conseillère d'État ou simplement citoyenne ? Alors, bonjour à tous. Je crois que là, on touche du doigt, je dirais, tout l'enjeu méthodologique, finalement, de ces outils. Il y a la consultation, qui est la consultation sur un projet qui, a priori, préexiste, et on recueille l'avis des uns et des autres sur le dit projet. Et puis, il y a la concertation, qui est une démarche un peu différente, beaucoup plus horizontale, qui est une démarche dans laquelle on construit avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les citoyens, un projet. Et tout l'enjeu est de savoir dans quelle situation exactement on se trouve. Et dans le cadre du grand débat, il y a eu justement un petit malaise. Parce qu'en réalité, on ne savait pas très bien, et nous les garants, je dirais, on a été dépositaires aussi de ce malaise, quel était l'objectif exact de ce grand débat, à quel impératif finalement il obéissait. Et est-ce qu'il s'agissait finalement de faire la pédagogie de réformes, d'idées qui existaient déjà, ou bien est-ce qu'il s'agissait de faire émerger de nouvelles propositions et de co-construire les dites propositions avec les uns et les autres. Et alors ? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ces outils de concertation ou de consultation, moi j'y crois beaucoup. Je les ai moi-même pratiqués dans le cadre du secteur numérique depuis déjà longtemps, mais ils sont très exigeants. Exigeants pour qui ? Très exigeants pour les décideurs, parce qu'en réalité, si on entre dans la logique de ces outils, alors il faut entrer dans la logique jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris sur leurs résultats et ce qu'ils entraînent. Donc... Je vois votre sourire. Visiblement, ça n'est pas si simple que cela. Et vous êtes à côté de Judith Ferrando, qui est coprésidente de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Donc, il y a dans votre institut à la fois la participation citoyenne, c'était le cas de ce qu'on a entendu l'année dernière à propos de la première volonté de réforme des retraites. Et puis, la concertation, c'est maintenant. Alors, c'est quoi justement cette concertation et la différence avec les consultations, les participations citoyennes, les débats publics, etc., qui sont tout un tas de termes qui sont employés dans ce domaine-là. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la difficulté, c'est que ces termes ne sont pas normés en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de standard de la concertation, de la participation citoyenne. C'est des termes qui sont polysémiques. C'est fait aussi pour ça que beaucoup de chercheurs mettent en avant le fait que c'est parce qu'ils sont polysémiques qu'on peut leur faire dire plusieurs choses qu'ils ont un tel succès. Parce Voire n'importe quoi. En tout cas, en avoir une interprétation différente. Alors... sur la question de la concertation, c'est aussi pour ça que ce réseau national d'appui au développement des pratiques de concertation et de participation citoyenne, qui est l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, dont je suis coprésidente, c'est un réseau de praticiens. Et on s'est réunis parce que ces termes sont flous, mais en même temps qu'ils se développent, ces pratiques se développent avec parfois aussi beaucoup de sincérité, heureusement, et en tout cas qu'ils rencontrent une vraie demande sociale d'avoir des espaces de dialogue sur les décisions qui sont prises au nom des citoyens en les y associant. On a souhaité dans ce réseau réfléchir aux conditions de réussite et aux garanties nécessaires. Et alors ?
Et alors, déjà sur la concertation... Brièvement, est-ce qu'on peut avoir les quelques conditions qui, selon vous, engagent justement, comme le disait Isabelle pour dire les choses, ceux qui lancent une concertation, par exemple? Tout à fait. Pour dire les choses brièvement, déjà, une concertation, c'est un processus d'enrichissement de la décision et la fabrique des politiques publiques. Ça veut dire qu'il faut que les décideurs soient prêts à revoir leur copie. On ne peut arriver avec autre chose qu'une feuille blanche, mais soient prêts à entendre ce qui ressort de la concertation et à rendre compte de la manière dont ils en tirent des fruits. En rendre compte de la manière dont ils en tirent un résultat, ça ne veut pas dire être forcément d'accord de ce qui ressort de la concertation, mais c'est en tout cas argumenter sur la manière dont ça influe sur la décision. Y compris quand c'est en dissensus, le décideur reste décisionnaire. On reste dans un cadre de démocratie représentative, on peut le déplorer, on pourrait espérer qu'il y ait plus de codécision. En tout cas, en France, ce n'est pas le cadre. Mais toujours est-il qu'il y a effectivement des règles du jeu, des garanties pour que tout le monde ait confiance dans le jeu qu'on joue ensemble quand on vient pour dialoguer sur une concertation. Première chose, donc des règles du jeu. Qu'est-ce qui est mis en discussion, qu'est-ce qui n'est pas mis en discussion? Effectivement, sur le système universel des retraites, le gouvernement et Jean-Paul Delevoye avaient affirmé cette volonté d'aller vers un système unique et un système à points. C'était le postulat de départ. Effectivement, je comprends que ça puisse ne pas être partagé comme postulat de départ par les organisations syndicales, FO n'est pas d'accord. Par exemple, mais en tout cas, c'était posé comme tel. Dans la concertation citoyenne qui a eu lieu dans cette première phase en amont, ces principes-là ont été discutés. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une expression des citoyens sur le fait de est-ce que finalement ça leur semblait un système qui était plus juste si on allait vers une fusion des 42 régimes en un seul système ou non. Et ça a fait l'objet d'expressions de préoccupation de la part des citoyens, de préoccupations positives et négatives. Et il y a eu une traçabilité, ça c'est la deuxième condition, être transparent sur ce qui est dit par les citoyens. Donc en tout cas, dans la concertation citoyenne, il y a eu un certain nombre de règles du jeu qui ont été respectées. On pourra revenir ensuite sur la question de l'impact. Oui, Isabelle Falque-Pirotin. Oui, moi ce que je voulais ajouter comme garantie, enfin c'est pas une garantie, mais c'est un élément qui me semble important à prendre en compte et qu'on a tout à fait expérimenté en tant que garant, c'est le tempo de la concertation. On ne le connaît pas encore tout à fait parce qu'on a dit ça va jusqu'à 1 an. Non, mais je ne parle pas du tempo tel qu'il va être décidé. Mais le rythme de la concertation est quelque chose d'important. Dans le cadre du grand débat, nous, en tant que garants, et de façon générale, tous ceux qui ont participé, on a eu quelques difficultés parce que le tempo était très court, très resserré. Parce que le président de la République, je dirais pour des tas de raisons parfaitement légitimes, avait encadré la concertation dans un laps de temps assez court. Ce qui rendait difficile le fait que cette concertation puisse progresser et qu'elle faire des allers-retours d'une certaine façon. Qu'on puisse faire des allers-retours. Donc il ne faut pas que ça soit trop court. Il ne faut pas non plus que ça soit trop long. Parce que comme vous le savez, pour négocier quelque chose, il faut une alchimie, il faut une maïeutique et il faut qu'elle se noue quand même assez rapidement. Donc cette question du temps et de la temporalité de la concertation, elle est très importante. Laurent Pritasevski. Oui, effectivement, les éclairages qui nous sont apportés par les autres participants à ce débat sont très importants. Pour avoir expérimenté moi-même ces dispositifs de co-construction ou d'élaboration en groupe, en équipe, dans le cadre de l'entreprise avant mon mandat, on sait bien qu'on a besoin de ces éléments principaux qui sont effectivement... De quoi va-t-on discuter? Je crois que si Yves Verrier n'est pas d'accord avec le postulat de base, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas qu'il y ait un dispositif de retraite universel par répartition et par points, on peut l'entendre. Il sait qu'en clin d'œil, je lui dirais que pourtant il participe, je crois, avec qualité à la gestion des retraites complémentaires des salariés à l'AGIRC et à ARCO, et que, sauf erreur de ma part, c'est bien un système par points et par répartition. Mais je le laisserai tout à l'heure, je sais qu'il a aussi des choses à nous dire là-dessus. Ce que je voulais simplement préciser, c'est de quoi allons-nous parler? Effectivement, on a besoin de définir ensemble dans quel cadre nous sommes. Et il y a une dimension de confiance aussi, tout de même. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance dans les termes du débat, si on n'a pas confiance dans la durée du débat, si on n'a pas confiance dans les résultats qui seront affichés ensuite, on n'a peut-être pas envie de trop d'y aller, en tous les cas. D'où les notions de transparence qui ont été évoquées. Je crois que donner de la visibilité, pour avoir animé une quinzaine de grands débats dans ma circonscription, je sais bien, j'ai bien perçu, mais je dois dire que j'avais la chance d'avoir déjà travaillé de cette façon-là avant mon mandat, on sait bien, on voit bien que nos concitoyens avaient besoin, ils nous ont demandé, mais vous faites le compte-rendu, mais est-ce qu'il est expurgé de certaines choses que vous ne voulez pas voir apparaître? Il a fallu donner des preuves. J'ai mis, bien sûr, sur mon site les comptes-rendus de ces grands débats. Ils étaient complètement remplis d'expressions de nos concitoyens. Il ne faut pas les reformuler. Et c'est cela qui amène la confiance et c'est ça qui permet après les allers-retours qu'on a évoqués. Yves Verrier.
Je pense qu'il y a vraiment une règle qui est difficile, j'imagine, à vérifier. C'est est-ce que les uns et les autres sont à égalité aussi dans la concertation ou dans la discussion ou le débat. À égalité, d'abord, dans la connaissance ou la maîtrise du sujet. Là, en l'occurrence, tout le monde l'admet, y compris le Premier ministre ce matin nous a dit que la question était quand même complexe, que c'est une question qui est complexe. Et vous disiez qu'il fallait prendre ou s'interroger sur, par rapport à l'expérience du grand débat, est-ce que l'objectif est de faire la promotion de réformes ou de faire émerger d'autres idées ou d'autres propositions. Est-ce que c'est une autre façon de faire de la communication, quoi, d'une certaine façon Et c'est très important. Et je vais prendre l'exemple à l'instant du petite assise en me opposant le fait que je ne voudrais pas d'un système universel par point, par répartition. Je ne veux pas d'un régime unique par point. Or, c'est cela qui est en train de se mettre en place. Parce que vous faisiez référence au régime Agirc-Arrco, qui est un régime complémentaire par point que gèrent les syndicats dans le cadre de la négociation collective avec les employeurs, mais qui est un système qui complémente un régime de base qui s'adresse à l'ensemble des salariés. Et le système qu'on va mettre en place, il a pour conséquence de supprimer ce régime par point, certes, mais qui n'est qu'un régime complémentaire, important parce qu'il assure à peu près 40% en moyenne de la pension. 60% chez les cadres, et donc majoritaire chez les cadres. Voilà. Et c'est ce régime-là qui disparaîtra, mais ce qui disparaîtra, ce n'est pas simplement le régime en lui-même, c'est la part de la protection sociale en matière de retraite qui fait l'objet d'un équilibre négocié entre les employeurs et les syndicats, parce que l'équilibre se place aussi sur ce qu'on redistribue de la richesse créée par l'activité dans le secteur privé au salaire, qu'il soit direct ou différé, et donc à la solidarité en matière de retraite. C'est ça qui va disparaître, parce qu'on va vers, non pas un système universel par point, par répartition, on va vers un régime unique par point. Vous évoquez justement le temps qui était nécessaire, Isabelle Falque-Pierrotin, pour pouvoir justement se lancer dans une grande concertation. Eh bien, certains trouvent que ce temps est peut-être un peu trop long, comme Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Entre Gérard Darmanin qui explique que la nouvelle concertation va durer 1 an, le Premier ministre qui dit non, ça va durer quelques mois, mais il ne dit pas combien, et ce qu'on avait compris avant l'été, c'est-à-dire qu'il y aurait une proposition de loi à l'automne, moi j'avoue que je suis un peu dans le flou sur la méthode, oui. On a voté il y a 2 ans, dans le programme du président de la République, il y avait un programme de réforme des retraites, qui peut évidemment amender en fonction des circonstances d'une part et de la concertation, mais enfin ça reste là où ça doit décider. Qu'on consulte, le débat citoyen, pourquoi pas? Parce que c'est un sujet vraiment qui concerne tous les Français. C'est pas anormal de les faire participer, mais enfin, à la fin des fins, il y a quelqu'un qui doit décider. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat centré sur la question de la concertation autour de la réforme des retraites avec 4 invités, Isabelle Falque-Pierrotin, Yves Verrier, Laurent Pietraszewski et Judith Ferrando. Vous êtes coprésidente de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, Judith Ferrando. Oui, je reviens à cette question du temps. Effectivement, si on voit uniquement la concertation comme une manière, comme une manœuvre dilatoire, finalement, une manière de ne pas prendre la décision. C'est ce que pense Geoffroy Roux de Bézieux ce matin sur France Info. Tout à fait, de penser le MEDEF à cette occasion. Mais ça peut être vu comme ça. Mais on peut voir ça autrement. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même le postulat, derrière l'idée de la concertation, il y a 2 postulats. Celle qu'une décision est meilleure quand elle est éclairée par plusieurs points de vue qui ont pris le temps de se construire collectivement et de s'argumenter. Et deuxième postulat, là je parle plutôt de la concertation citoyenne que de la concertation des partenaires sociaux, parce qu'il y a des enjeux légèrement différents, c'est se dire que si on prend au sérieux l'intelligence des citoyens, il faut aussi leur laisser du temps. C'est-à-dire que derrière, il y a l'idée d'une présomption de compétence. C'est-à-dire que tout citoyen, quel que soit son niveau de formation, quel que soit son parcours, est légitime pour s'exprimer sur la société dans laquelle il veut vivre. Là, on parle d'un système de retraite qui va impacter pendant plusieurs générations, s'il est mis en œuvre, que ce soit celui-ci d'ailleurs ou un autre. Enfin, le système de retraite est un vrai sujet fondamental pour notre société. Et donc, il faut prendre le temps de la pédagogie et de la discussion. Et donc, c'est pas forcément inutile d'avoir, après la phase amont, une phase aval, si je puis dire, maintenant que le rapport de Jean-Paul Delevoye est sorti, pour mettre en discussion et faire émerger les rugosités, les points de blocage, les incompréhensions, y compris du côté des citoyens. Non pas leur faire dire qu'ils sont d'accord, mais au contraire, les faire réagir sur comment eux se projettent
positivement ou négativement dans ce système des retraites. Et en ce cas-là, il faut prendre au sérieux effectivement le temps, la pédagogie et surtout la nécessité de parler politique et non pas technique. Oui, justement, à propos de politique, Laurent Pietraszewski, tout de même, on est dans un système représentatif, donc il y a des gens qui sont censés nous représenter à l'Assemblée ou au Sénat, et d'une certaine façon, ces débats peuvent apparaître parfois comme une façon soit dilatoire de repousser la question des retraites après des élections qui vont arriver au printemps prochain, soit une manière aussi de court-circuiter la représentation nationale. Vous êtes député, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la société est interpellée globalement, elle évolue, elle est interpellée et les représentants que nous sommes, je crois qu'Yverrier en est un aussi, nous sommes interpellés par tout simplement aussi le besoin qu'ont nos concitoyens d'être plus acteurs dans la construction de la société dans laquelle ils sont. Alors on pourrait se dire c'est une démocratie représentative, je vous ai bien entendu, et à ce titre-là, adressez-vous à vos députés, syndicaux, à vos députés, à l'association. Ça ne suffit plus à nos concitoyens. Il faut l'entendre, ça ne suffit plus. Nos concitoyens, je crois qu'on est dans un environnement, dans une époque où de technologie, d'information, où ce que je viens de dire à l'instant peut être vérifié par n'importe lequel de vos auditeurs par un simple clic. Ça sera d'ailleurs fait, ne vous inquiétez pas. Au total, vos auditeurs, eh bien, ils ont envie de prendre part aux décisions. Ils estiment sans doute que je suis compétents, sinon ils n'auraient pas voté pour moi, mais ils estiment aussi que je dois leur rendre des comptes et que je dois intégrer leur avis. Mais ça va tout de même assez à l'encontre avec une présidence qui se voulait jupitérienne à son tout début, et on entend aujourd'hui que c'est une seconde partie du quinquennat, des nouvelles méthodes d'action. On voit bien effectivement que ça a beaucoup été bousculé par la question, entre autres, des manifestations et des gilets jaunes, Isabelle Falque-Pierrotin. Oui, moi je crois que effectivement, on est dans une société qui est une société extrêmement complexe où chaque individu a une capacité d'information et d'action qui lui permet de s'opposer, le cas échéant, à une norme publique. Et donc, l'enjeu pour les décideurs publics, c'est de relégitimer la prise de décision de manière à ce que celle-ci soit à la fois légitime, mais aussi efficace, efficiente. C'est-à-dire que le décideur public puisse dire « je prends la décision qui correspond aux réalités du terrain ». Et pour ça, il faut de la concertation. Il faut nécessairement de la concertation pour que les gens fassent remonter les difficultés de terrain spécifiques que, par exemple, le décideur n'aurait pas vues. Et il faut de la concertation pour que, en fait, elle soit, cette décision in fine prise, ayant été tissée avec les individus, avec les parties prenantes, en réalité, elle a déjà son mécanisme d'implémentation en elle. Donc, si vous voulez, je crois que la concertation, c'est plus une option, c'est plus quelque chose à la mode, c'est quelque chose qui correspond profondément à la manière dont nos sociétés complexes, numériques, technologiques fonctionnent aujourd'hui. Mais néanmoins, on sait que des concertations ont été mises en place très tôt autour de la question, par exemple, environnementale, des travaux dans une municipalité, etc. Ça, on le fait depuis 20 ou 30 ans, mais là, on est à une échelle qui est bien différente. C'est l'échelle de l'État, donc l'échelle d'un pays tout entier. Est-ce que ça n'est pas très compliqué, justement, d'organiser cela à l'échelle d'un pays tout entier, Isabelle Falque-Pierrotin? Alors, si vous parlez du grand débat national, c'était effectivement une opération complètement inédite, puisque c'était presque un pan entier de l'action gouvernementale qui était mis en débat. Et d'une certaine manière, c'était une sorte de consultation citoyenne presque à mi-mandat. Voyez, ce qui est intéressant. Oui. Dans le fonctionnement des institutions. Mais sinon, les concertations, je dirais, publiques, citoyennes ou de parties prenantes au sein de la sphère publique, ça existe quand même depuis pas mal de temps. Voyez. Yves Verrier, justement, cette dimension nationale, c'est quelque chose de très différent peut-être de ce qu'on connaissait auparavant. Disons que le problème majeur auquel on est confronté, FO, mon organisation syndicale, est très attachée à la République, à la démocratie représentative. Et nous n'avons pas vocation à être autre chose que ce que nous sommes. Et donc un syndicat ? Un syndicat, et nous ne parlons qu'au nom de ceux que nous représentons directement ou de ceux que nous avons vocation à représenter, qui sont les salariés. Alors ça constitue quand même une part importante de la population, mais nous n'avons pas vocation, nous, à prendre en charge l'intérêt général. Et nous sommes attachés à ce que ce soit, dans une démocratie, le législateur
qui est la charge de l'arbitrage en fonction de l'intérêt général entre les intérêts corporatistes des uns ou des autres. Parce qu'on pourrait croire effectivement que ce genre de concertation court-circuite la représentativité ou votre représentativité en tant que syndicat, par exemple. Absolument. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous avez raison, chaque citoyen doit, d'une manière ou d'une autre, pouvoir participer à la décision publique. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut faire très attention à la façon dont on peut aussi manipuler ce type de processus, parce que fait-on au final d'abord de cette expression? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de messages contradictoires en ce moment, de la part de l'exécutif notamment. On parle en ce moment de la mise en place des cours criminels qui vont juger de crimes sans juré populaire. Ça va donc dans le sens inverse de ce qu'on nous dit vouloir prôner, par exemple avec le grand débat, en faisant en sorte de faire intervenir les citoyens. Alors, je ne porte pas d'avis là sur les cours criminels, c'est pas mon objectif, mais je vois des messages contradictoires. Il faut que tout le monde puisse avoir entièrement, et vous avez raison, il faut avoir la pédagogie, mais au bon sens du terme, pas au sens de la promotion de ce qu'on veut mettre en place, tous les paramètres du débat. J'entendais M. Roux de Bézieux, il trouve que ça ne va pas assez vite, mais ça me fait venir sur une question. On parle du système des retraites. Je n'ai eu de cesse d'expliquer que la question de l'équilibre des systèmes de retraite dépendait aussi, et peut-être avant tout, de la porte d'entrée dans le système de retraite, c'est-à-dire des politiques économiques, de la situation de l'emploi, et que peut-être qu'il faudrait commencer par résoudre ce problème-là, ou en tout cas le mettre dans la balance du débat avant de nous dire qu'il faut un régime différent de celui qui existe aujourd'hui. Judith Ferrando, je rappelle que vous êtes coprésidente de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Oui, mais surtout je suis praticienne de ces questions de concertation au jour le jour, et en fait... Le déploiement, parce qu'il y a des professionnels de la concertation dont vous faites partie maintenant. Dans des entreprises privées, dans la fonction publique territoriale, dans des associations. Il y a aussi beaucoup d'élus qui s'intéressent de près à comment réussir des concertations sincères, utiles et efficaces. Parce que les citoyens, quand vous les faites venir à une concertation, si vous ne tenez pas compte de ce qu'ils ont dit, ils ne reviennent pas. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc il y a vraiment un enjeu d'avoir de la qualité dans la concertation, vous avez raison. Et ce qui est aujourd'hui, les questions qui se posent à l'échelle nationale, ce changement d'échelle, si je puis dire, à la concertation, c'est un miroir grossissant de toutes les questions et des conditions de réussite, des exigences, comme vous disiez tout à l'heure, Isabelle, qui se posent à l'échelle locale. Il n'y a pas forcément de particularité à part le volume, la volumétrie, l'ampleur et la difficulté de se dire géographique. Comment on fait participer, comment on a des outils qui permettent à chacun de participer et de prendre le temps de débattre. Et pour moi, ça, c'est un des enjeux aujourd'hui, de trouver la complémentarité entre les différentes formes de concertation. S'il y a une marche importante de progrès à parcourir aujourd'hui, c'est de ne pas séparer ou de ne pas opposer, ne serait-ce que symboliquement, le rôle des associations, des syndicats qui ont une expertise, des points de vue à faire valoir, et la concertation citoyenne. Et donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on imagine aussi des méthodes qui permettent de croiser ces regards et de s'enrichir de ce dialogue, parce que les citoyens, si vous voulez, ordinaires, ne sont ni des crétins, ni des messies. Et ça, il faut surtout c'est quand même une façon de penser la démocratie qui est très nouvelle. Enfin, je ne dis pas qu'auparavant, on pensait que les citoyens étaient des crétins, mais néanmoins de penser que même si, dans un système représentatif dans lequel on est censé nommer à chaque niveau des représentants pour porter sa propre parole, on peut régulièrement consulter des citoyens qui ont un avis dans le débat public et qui vont pouvoir le faire entendre. C'est tout de même relativement neuf au niveau national, en tous les cas. Non, vous n'êtes pas d'accord, Isabelle Falque-Pierrotin ? Je crois qu'avec la Ve République, qui est une république qui donne à l'exécutif, je dirais, un rôle quand même extrêmement important, on a depuis déjà quelque temps en réalité ce type de fonctionnement, puisqu'on a par exemple à partir des années 70 mis en place les autorités administratives indépendantes qui avaient pour objectif d'être un peu des contrepoids à l'exécutif. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on passe de ces AI, ou du moins on complémente ces contre-pouvoirs institutionnels par des contre-pouvoirs au niveau des individus, auxquels on demande de participer à la construction de la décision publique. Donc c'est une évolution, si vous voulez, qui est assez, je dirais, qu'on peut comprendre. Ouais, linéaire, vous voulez dire. Laurent Pietraszewski. Oui, peut-être un point complémentaire sur... J'ai entendu peut-être une crainte qui serait de dire, bon, sur le fond, est-ce que ces concertations, c'est pas l'objet, sur le fond, plutôt du marketing de mesures qui seraient proposées, je me remets là dans le cadre du rapport de Jean-Paul Delevoye.
Il faut... Je rappelle que vous êtes ambassadeur des retraites, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est ça. C'est un terme que je ne connaissais pas. Mais voilà, bon, ambassadeur des retraites sur la future réforme, justement. Absolument. Et ce qu'on peut poser là, c'est qu'il y a une réelle complexité dans ce dossier. Nos concitoyens, ils ont envie de participer à cela, mais ils comprennent bien que c'est très complexe. C'est très complexe, et à ce titre-là, ils voient aussi que cette complexité, elle est captée par des experts, dont parfois les élus font partie, mais aussi parfois les partenaires sociaux, et qu'ils sont pieds et poings liés face aux évolutions, parce que c'est trop compliqué, parce qu'on ne leur permet pas d'accéder au débat. Eh bien oui, moi je pense que la responsabilité des parlementaires, c'est aussi de rendre accessible cela, non pas en schématisant, non pas en rendant les choses plus complexes qu'il ne faut, mais en posant les choses. Et c'est l'intérêt de ces débats, de ces consultations citoyennes, c'est de poser, c'est aussi de faire confiance aux citoyens lorsqu'il vient nous rencontrer et de lui répondre, parce que là, oui, parce que quelle garantie il aura le citoyen s'il vient vous rencontrer que ses préoccupations seront portées jusqu'au bout dans cette nouvelle concertation, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez lui offrir en tant qu'ambassadeur des retraites et porteur de cette parole, justement? Oui, je vais juste... vous avez raison, c'est une excellente question, parce que l'idée, c'est certes de permettre l'expression, mais de la permettre avec un maximum d'informations. C'est-à-dire que mon expression à moi, en tant que citoyen, elle va être pertinente parce que le député, dont c'est le rôle, ou peut-être le représentant syndical, le responsable d'association, m'aura donné toutes les informations. Et c'est cela que nous demandent les citoyens. Donnez-nous toute l'information et donnez-nous le temps. Ça a été très bien dit par l'une de nos intervenantes. Donnez-nous le temps aussi. Vous, monsieur le député, vous y réfléchissez depuis 2 ans. Donnez-moi un peu plus que 2 heures pour vous donner mon avis. Yves Verrier. On m'a souvent posé la question de la représentativité des syndicats, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes. En gros, c'est 11%, c'est ça, des Français? Oui, mais bon... Non, mais c'est juste pour savoir. Oui. Je ne sais pas exactement quel est le rapport, mais le mode de syndicalisation en France est différent d'autres. Donc, on couvre 80% ou 90% des salariés par des conventions collectives que nous négocions avec les employeurs. Donc, moi, je retiens aussi ce chiffre-là. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que nous avons un déficit parce qu'il y a effectivement moins de grandes entreprises, de collectifs de salariés et beaucoup de salariés dispersés. Donc on a un déficit en termes d'organisation des salariés qui sont dispersés dans les emplois de service à la personne, etc. etc. Par contre, Force ouvrière, c'est quand même encore et toujours, et c'est d'autant plus vrai pour la CFDT et la CGT qui sont un peu devant nous, c'est de l'ordre de 20 à 25 000 implantations dans ce pays. Parce que la DGT, par exemple, enregistre 17 à 18 000 élections dans des entreprises où FO a déposé une liste. Donc où il y a au minimum un délégué FO. Ça veut dire qu'il y a un réseau dense de présence sur le territoire, même s'il y a des déficits par ailleurs. Ce que je voulais dire, juste par rapport à cette question de concertation, on vient de parler des parlementaires, on vient de parler des associations, on vient de parler des syndicats. Pas un mot parti politique. Et je pense que là, il y a un grand défaut. La Constitution de la Ve République dit que les partis politiques jouent un rôle essentiel pour la démocratie. Or, il n'y a plus dans les territoires de réunions de sections, que ce soit des socialistes, des communistes, des gaullistes ou des républicains, où ça n'existe plus. Moi, je veux bien vous inviter à des réunions de marcheurs, si vous le souhaitez. En fait, mais cela a quand même beaucoup disparu. Et c'est là que les citoyens qui souhaitaient participer à un projet de société, à une réflexion sur le projet de société... Un changement de cette société aussi. Éventuellement un changement de société, étaient partie prenante et constataient que leurs représentants, une fois éventuellement élus ou non, en tout cas, portaient bien ce que la réunion de section avait... et cette réunion de section, elle diffusait, je pense, plus largement dans le tissu complet de la société. Judith Ferrando, puis Isabelle Falque-Pierrotin. Vous avez raison que nous sommes en train de... Il est nécessaire de réinventer des formes politiques adaptées à la société dans laquelle nous vivons. Mais il y en a qui se réinventent, je ne sais pas, à Notre-Dame-des-Landes, à tout un tas d'endroits. Il y a plein d'endroits où on réinvente des formes politiques différentes en l'occurrence. Vous avez raison, il y a des mouvements ascendants, il y a des mouvements de collectifs citoyens qui se réinventent. Mais ce qu'il y a de commun, c'est cette envie de
de se rencontrer et de dialoguer. C'est peut-être aussi la vie sociale qui se passait dans les réunions de section, c'est le plaisir de refaire le monde, de parler politique. Il y a un bonheur public pour des citoyens qui ne se connaissent pas et qui tout d'un coup, sur des sujets effectivement complexes, les retraites c'est complexe, mais derrière il y a des vrais enjeux politiques de comment on voit la solidarité entre les générations, par exemple. Ce n'est pas des sujets uniquement techniques. Derrière le point, il y a plein d'enjeux de comment on voit la gouvernance qui va permettre de fixer le point. Et ça, les citoyens mettent le doigt très rapidement sur ces questions-là et sont contents de se retrouver entre citoyens qui ne se connaissent pas, qui ne partagent pas le même point de vue et de s'enrichir des expériences des autres. Et ça, c'est un peu l'angle mort qu'on voit assez peu, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort dans ce qui se passe dans les concertations. Je rappelle que l'expression bonheur public, elle vient de la Révolution française et des moments où on débattait beaucoup de l'avenir de la France à ce moment-là. C'est une expression du XVIIIe siècle. Isabelle Falque-Pierrotin. Oui, juste deux choses pour réagir. 65% des personnes qui ont participé aux réunions locales pendant le grand débat national sont des personnes qui n'avaient jamais participé à une réunion politique, à une réunion syndicale ou à une réunion associative. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont sortis de chez eux et qui n'étaient pas a priori représentés par, je dirais, les structures intermédiaires classiques. Deuxième chose, moi je crois qu'il faut beaucoup insister sur la notion de transparence et de loyauté de ce débat. Ce que les gens demandent, c'est que tout ça soit loyal et que tout ce qui a été dit puisse être effectivement restitué. Parce que sinon, on n'y croit pas. Et l'open data qui a été retenu par le gouvernement lors du grand débat national, à l'initiative des garants, a été, je crois, une garantie très importante pour la crédibilité du débat. Laurent Pietraszewski, vous avez donc plus ou moins la marche à suivre, d'après ce qu'on vient d'entendre, avec la montée de cette discussion sur les retraites, en l'occurrence. Vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure sur la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire de la vie de ces citoyens, justement. J'aurais bien voulu vous répondre si j'avais eu quelques secondes de plus. Mais je me les donne. Allez, vous avez même une minute. Allez. Ceci étant, je comprends que la parole doive tourner. C'est ce qui vient d'être dit, et c'est exactement cela. C'est-à-dire, l'engagement que nous avons, c'est de restituer la parole. Ça ne veut pas dire que 100% des avis qui seront donnés dans ces réunions seront intégrés. Ça veut dire qu'il y aura bien sûr un process à un moment donné de choix. Il faut assumer la part qui a été évoquée. Le décideur, au final, ça reste le décideur politique, celui qui a été élu, et il l'assumera. Mais simplement, il est quand même très important que la pensée du décideur politique, sa vision, soit enrichie, modifiée, impactée par tout ce que les citoyens ont envie de lui dire. Et c'est ça l'objet de cette concertation. Est-ce que vous répondez à un de vos prédécesseurs à l'Assemblée nationale, qui est Roger Gérard Schwarzenberg, qui dans Le Monde aujourd'hui, il est l'auteur en 77 de l'État spectacle, il a écrit sur le star system en politique, dit qu'en fait la procrastination pourrait devenir une méthode de gouvernement avec cette question des réformes et en particulier de la façon de faire. Et il cite le petit Percueil, vous savez, ce président du Conseil de la 4e République, qui disait il n'y a pas de problème qu'une absence de solution ne puisse finir par résoudre. Oui, il y a une part de trait d'humour ici qui est sympathique. Je pense que les observateurs objectifs qui regardent l'activité des députés de La République En Marche depuis 2 ans ne pensent pas sérieusement un seul instant que nous soyons des spécialistes de la procrastination. Merci beaucoup à vous, Laurent Pietraszewski. Merci Yves Verrier, merci Judith Ferrando et merci Isabelle Falque-Pierrotin d'avoir participé à ce débat sur la concertation dans le temps du débat. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier, Louise André à la vidéo aujourd'hui, Jordan Fuentes à la technique, Clément Daté et à la réalisation Marie-Laure Ciboulet.